m'a invité pour parler de l'échec du modèle économique algérien. Je vais choquer peut-être certains pour dire qu'il n'y a pas de modèle économique en Algérie. Il n'y avait jamais eu lieu, de toute façon. Il y a juste un projet politique. Et l'économique n'a été utilisé, ce que j'essaye en fait de démontrer, n'a été utilisé que pour répondre à des objectifs politiques d'un régime illégitime qui s'est imposé à l'Algérie au lendemain de son indépendance. Bon, c'est ce que j'essaie de démontrer à travers les faits économiques. C'est pour cela que j'ai structuré un peu cette intervention. Donc c'est une sorte d'une chronologie, voilà, sur les 60 dernières années, donc à partir de l'économie coloniale jusqu'à maintenant. Donc on peut constater qu'il n'y a pas finalement de rationalité économique, et la rationalité politique a toujours pris le dessus sur la rationalité économique. C'est ce qui explique en fait la question, en fait, à mon sens, hein, enfin à mon avis, la question que tout le monde se pose: pourquoi l'Algérie n'est pas un pays développé? Et pourtant, elle a toutes les capacités pour l'être. Plus de 2 millions de kilomètres carrés. Maintenant, après la division du Soudan, c'est le premier pays en termes de superficie en Afrique. Une côte de 1200 km, 1200 km plutôt. Une diversité de climat énorme. Une richesse naturelle énorme aussi. Je parle du pétrole, du gaz, mais pas uniquement. L'or, l'uranium. Une ressource humaine, une jeunesse formidable. Une jeunesse formidable. Moi, je suis impressionné par la capacité d'adaptation et de réussite des Algériens, notamment enfin, à l'étranger. On les voit plus à l'étranger aussi. J'ai eu, là ça fait 6 ans que j'enseigne en Algérie, donc après avoir passé une petite période en France, donc peut-être pour la présentation, moi je suis né et grandi en Algérie, donc et en 2001 j'ai eu par l'occasion, et nous vous savez c'est une grande histoire cette immigration, donc de venir en France, de continuer ses études après avoir terminé même bien avant sa thèse. En fait je suis rentré, donc j'ai fait le choix de vivre en Algérie. Bon, actuellement j'avoue que je vais entre les deux pays, bon, mais beaucoup plus en Algérie que d'ailleurs je suis venu hier. Mais quand je suis venu, j'imagine, j'ai laissé une partie d'Algérie avec une montagne pleine de, je parle de Djurdjura, pour ceux qui connaissent, la neige était parfaite, de Béjaïa où il y avait Bougie, qui est une grande ville aussi, une grande ville méditerranéenne où le soleil était printanier. J'arrive à Paris, 5 degrés, c'est pas grave, mais en tout cas pour dire que ce pays en fait recèle tout cela, et tout le monde se pose la question: pourquoi ce pays n'est pas développé? C'est en fait cette question qui me taraude comme tout Algérien qui vit en Algérie et qui aime ce pays et qui essaye de le transformer, et je pense qu'on arrivera un jour, qui me préoccupe. Donc en fait j'essaye d'apporter une réponse à tout cela. Enfin, j'essaye. L'intervention, je préviens, ne sera pas longue, donc je préfère plus le débat que l'intervention. Mais ça, c'est un concept qu'on a développé avec beaucoup d'anecdotes, j'espère en fait, parce qu'en fait, c'est un concept qu'on a développé avec un copain, des copains en Algérie, étant donné qu'il y a un processus de dépolitisation extrême de la société. Nous sommes presque arrivés à faire des conférences théâtre en fait pour être en phase avec la société qui, faute d'une ouverture du champ politique et médiatique, elle répond par la dérosion. Et là, les Algériens sont connus par des blagues, et ils rigolent même de leur propre situation. Très bien. Et c'est une particularité algérienne. Bon, donc en fait, ce sera, pour parler sérieusement, sur plusieurs étapes en fait. Donc j'essaie de parler de la période coloniale en fait, donc l'économie, les caractéristiques de l'économie coloniale, puis des choix économiques qui ont été faits au lendemain d'indépendance, notamment avec l'arrivée au pouvoir de Ouari Boumedienne, donc jusqu'en 80, puis voir les différences, les petites différences qui ont eu lieu, ou le petit réaménagement qui ont eu lieu durant la période de Chadli. En fait, chez nous, c'est une particularité, faute d'une démocratie, étant donné que l'institution présidentielle, ou bien ceux qui l'ont
le président ou ceux qui l'ont instauré arrivent à avoir sa touche. Et ça, on peut le voir. Hein, pour comprendre l'histoire d'Algérie, donc la périodisation correspond parfaitement aux périodes de gouvernement d'un président qui n'en a aucun pouvoir. Mais bon, j'arrive sur cette question. Donc, on va faire un petit peu cette chronologie de la période coloniale jusqu'à maintenant, avec une tentative d'explication, modestement, un essai d'explication de l'échec du modèle économique algérien. On sait très bien que l'Algérie a été, enfin la dernière colonisation a été tout le temps colonisée, hein, d'une certaine façon, tout le temps colonisée, des Byzantins, des Romains, des Arabes, et la dernière colonisation qui était française, qui était une colonisation de peuplement, qui a duré 132 ans, il faut toujours le rappeler. L'économie coloniale, en fait, a été est caractérisée par trois grands concepts, trois grandes caractéristiques, en fait. Donc, il y a la dualité, dans le sens où il y avait un domaine colonial, et je pense que dans la salle, il y a ceux qui connaissent parfaitement l'Algérie, en fait, je parle des Français, une dualité dans le sens où il y avait un secteur agricole hyper développé, où il y avait un secteur à côté qui est rudimentaire, c'est pour ça qu'en économie on parle de dualisme, et entre lesquels il n'y a aucun lien. Bon, il y avait l'extraversion, parce que l'économie algérienne en fait n'a jamais été, ou l'Algérie n'a jamais été considérée comme un espace à développer ou appelé à se développer par lui-même. Donc il était toujours au service de la métropole. C'est pour ça qu'on parle d'extraversion. Donc toute l'économie coloniale en fait a été conçue de telle sorte à ce qu'elle répond aux besoins de la métropole. Il y a une sous-industrialisation effective, en fait. Là, je peux donner des chiffres s'il y a besoin. On peut le constater. Donc, c'est une économie agraire. C'est pour ça qu'il y a une sous-industrialisation. Il y a une extraversion, une dualité. Au lendemain de l'indépendance, donc en 1962, le 3 juillet, pas le 5, je le précise, il y a l'arrivée au pouvoir de Ben Bella suite à un coup d'État contre le GPRA, et on a 2 années, 3 années, donc de 62 à 65 de grande confusion. Donc on avait d'un côté un pouvoir illégitime qui a pris le pouvoir par la force et qui avait instauré le parti unique et le socialisme qui était proclamé comme étant irréversible. Ça a été reproduit par toutes les constitutions jusqu'en 1989. Comment juger les premières années? Bon, on peut dire que c'est des jeunes de 30 ans qui sont arrivés au pouvoir et qui essayaient, tâtonnaient par-ci et par-là, où il y avait un certain nombre de décisions économiques quand même importantes, l'instauration du dinar, la création de la banque centrale, la création des grandes sociétés telles que la Sonatrach, et l'autogestion. En fait, parce qu'en fait, les domaines coloniaux laissés par les Européens d'Algérie étaient là, comment on fait, on a réfléchi, on s'est dit, bon voilà, on va dans un premier temps autogérer, parce qu'en fait, les travailleurs algériens, avec toute la fierté, avec toute l'élan de la guerre de libération, on les a entre les mains, maintenant on va les autogérer. Et on a aussi les chiffres. C'est des domaines qui ont été autogérés. Autogérés dans le sens où la production n'a pas baissé, notamment dans le domaine agricole. C'est les plus importantes décisions qui ont été prises, mais ce mouvement d'autogestion a été aussitôt remis en cause parce qu'il y a la mainmise de l'administration, étant donné que le parti unique venait de s'instaurer et qu'il voulait lancer son contrôle sur toute la société, ce qui est arrivé quelques années après. Mais le plus grand mouvement, la plus grande transformation en fait a eu lieu après l'arrivée au pouvoir de Houari Boumediene. Houari Boumediene, suite à un coup d'État contre Ben Bella, et il faut rappeler que Ben Bella était, Boumediene était chef d'état-major et Ben Bella était président. Boumediene était son vice-président aussi, donc voilà, quelques années après, il décide ce qu'ils appellent, ils l'appellent pas coup d'État officiellement, je pense que jusqu'à présent, ça s'appelle redressement révolutionnaire. Donc Boumediene arrive au pouvoir en 1965, il décide ce redressement révolutionnaire. Donc Ben Bella, il est mis en résidence surveillée, et là on rentre sérieusement dans un semblant de modèle économique
Il faut rappeler peut-être le contexte international de l'époque, le tiers-mondisme était de mise, la guerre froide était à son apogée, et Boumediene a profité un peu de tout cela pour instaurer ce qu'il appelle, lui, le socialisme à l'algérienne. Je ne crois pas que l'Algérie a appliqué un jour du socialisme, mais on peut en parler dans les détails parce que quoi le socialisme, etc. Mais ça s'appelait comme ça l'option socialiste, ce que j'appelle le volontarisme économique de l'État. Donc en fait, l'idée consistait à tout absorber par l'État. Bon, voilà. On nationalise tout, on décide de tout, et l'administration décide. Il avait comme Premier ministre en fait un gars assez connu normalement sur la place parisienne, un certain Bled Abdeslam, qui était militant de l'Union Générale des étudiants algériens, des étudiants musulmans, et qui était chef de gouvernement, l'homme le plus puissant qui était enfin ministre des Industries. Et on s'était inspiré en fait théoriquement d'un modèle qui s'appelle l'industrie industrialisante. Peut-être un mot sur ce modèle qui a été conçu par François Perrault et aussi conçu par Debernis, qui est un professeur d'économie à Grenoble. Donc en fait, ce modèle consistait à dire que pour que les pays sous-développés arrivent très rapidement au stade de développement, il fallait instaurer ce qu'on appelle les industries industrialisantes, des industries qui provoquent l'industrialisation du reste. Les industries industrielles. C'est un modèle théorique peut-être assez intéressant. On a au monde deux expériences. Il y a la seule expérience peut-être réussie, c'est l'expérience russe. D'ailleurs, on a plusieurs conseillers russes à l'époque. Enfin, nous étions socialistes quand même. Même si on était officiellement non alignés. Mais bon, il y a des relations assez intéressantes avec l'URSS. Et l'Inde qui a essayé ce modèle et qui l'avait abandonné tout de suite. Et l'Algérie avait essayé de le faire. C'est pourquoi, en fait, quand on regarde un petit peu l'Algérie actuelle, on a le complexe de Hadjar à l'est du pays, donc à Annaba, à Bonn. On a Arzio à l'ouest pour les produits pétroliers, en fait, pour la transformation des produits pétroliers. Et on a à Alger, Ruiba, le complexe de Ruiba, qui est assez connu aussi pour tout ce qui est montage, tout ce qui est mécanique, en fait. Donc on s'était dit qu'en instaurant ces pôles, ce qu'on appelait à l'époque les pôles de croissance, on finirait dans quelques années, et 80, ça a été une promesse officielle comme étant l'année du décollage économique de l'Algérie. Donc on s'était dit, on instaure ces trois pôles, et puis c'est pour ça qu'on les appelle les industries industrialisantes. Donc du coup, il y a toutes les industries annexes qui vont se développer, et qu'en 80, on aurait un pays finalement émergent, pourquoi pas développé. Bon, on a fonctionné comme ça, sachant que on a nationalisé les hydrocarbures, donc le 24 février 1974, on a eu donc une manne pétrolière énorme, c'est pour ça que je parle d'économie de la rente par la suite, et qui peut être considérée selon les uns ou les autres comme étant une bénédiction ou comme étant une malédiction pour l'Algérie. Moi personnellement je pense que c'est une grande malédiction, mais bon, on en parlera. Donc l'État en fait a les moyens financiers. Quand on regarde un petit peu, je fais une première digression en fait, quand on regarde un petit peu du point de vue théorique de l'économie, enfin l'économie politique, qui peut se définir comme étant la discipline scientifique chargée d'étudier le processus de création et de répartition de richesses. L'économie politique est basée sur la rareté. L'État algérien n'a jamais été dans une situation, enfin jusqu'à présent, dans une situation de rareté des moyens financiers. Donc il s'est donné. Donc Boumediene avait le pétrole, qui était une ressource nationalisée, et puis voilà, on s'était lancé dans une grande entreprise de modernisation technique du pays, technique. On avait commencé d'abord à aller, pour l'anecdote, dans un premier temps, on s'est dit, on va aller dans l'usine clé en main. Donc on importait carrément les éléphants blancs, ce qu'on appelait à l'époque les éléphants blancs. Donc on importait des usines d'Allemagne, de France, et surtout d'Allemagne en fait, parce qu'en fait Boumediene avait une petite dent contre la France, enfin, de par son populisme connu. Et puis à un certain moment ça ne marchait pas. On s'était dit, on change. Deuxième formule, l'usine produit en main, c'est-à-dire non seulement on importe l'usine, mais on importe aussi
ceux qui vont la faire fonctionner, eh ben, on a des sous. Et Boumedienne, comme c'est pas un homme d'État, c'est un militaire qui n'a aucune perspective historique, pensez, avec Blaid Abdeslam d'ailleurs, qui est médecin de formation et qui par ailleurs n'a pas fini ses études, pensez que on pouvait importer le développement. Donc c'était ça un peu la perspective. Donc on a essayé ce modèle de 67 à 1978. La deuxième, ce qu'on appelle la révolution industrielle algérienne, entre guillemets. Le second, c'est la révolution agraire. Le même principe, l'État a nationalisé les terres agricoles après l'autogestion, donc il n'y a plus d'autogestion, sinon c'est une partie très minime. On a nationalisé toutes les terres agricoles laissées par la colonisation, enfin, par les Européens habitant l'Algérie, et on a décidé de créer une sorte de coopérative à la russe pour les gérer administrativement. Donc il y a aussi la révolution culturelle, dont on parle peu. Donc c'est les trois révolutions à la Mao Tse-tung en fait. Ils n'ont rien inventé, ils ne font qu'importer des concepts aidés. Et l'autre révolution culturelle, c'était que l'Algérie devait s'algérianiser. L'école et l'université devaient s'algérianiser, et l'Algérien qui s'est affranchi de la colonisation française devait être arabe et musulman. D'ailleurs, on se rappelle de la première phrase lancée par Ben Bella à Tunis, quelques jours avant l'indépendance: nous sommes arabes, nous sommes arabes, nous sommes arabes. Alors que l'Algérie, c'est une diversité culturelle énorme. Bon, vous m'excusez ces bifurcations sur les différents chapitres, parce qu'en fait, en Algérie, et là je fais une deuxième digression, et il faudrait comprendre que nous ne sommes pas dans des sociétés différenciées dans le champ, au sens de Bourdieu, dans le sens où le champ économique est autonome, le champ culturel est autonome, et on est dans une même mise totale du politique sur le reste des champs. C'est pour ça qu'un économiste en Algérie, c'est pourquoi je fais ma thèse en sciences politiques plutôt qu'en économie, parce qu'en fait je suis économiste de formation, mais à un certain moment j'avais découvert que les concepts d'économie, et ça c'est une autre digression, n'arrivent pas à expliquer ce qui se passe en Algérie. Il y a un champ économique, il y a une circulation de richesses, mais il n'y a pas d'économie. La science économique telle qu'elle est enseignée dans les universités est non opératoire pour expliquer les réalités marchandes algériennes. J'en reviendrai. Ça relève peut-être, et je défends ça, de l'anthropologie économique, de la sociologie politique, mais pas de la science économique. S'il y a des économistes dans la salle, on peut en débattre parfaitement d'ailleurs. Donc en fait, en tout cas, ce modèle, étant donné qu'il n'y a pas de débat contradictoire, étant donné que la société civile était laminée, étant donné que c'était ça, quoi, la religion, l'islam est religion d'État, le socialisme est un choix irréversible, Boumedienne c'est un militaire et un dictateur, et ça on le sait, donc cette industrie industrialisante était fonctionnelle, la révolution agraire a eu lieu, la révolution culturelle aussi, ben voilà, tout est parfait dans les années 60, étant donné qu'il y a des moyens financiers qui permettaient en fait de combler tout cela. Bon, début d'expérience, et je crois que même les Algériens ont cru. Les Algériens, j'ai des témoignages d'Algériens qui sont actuellement des opposants aussi, donc dont on ne soupçonne pas une adhésion au boumedienisme, qui me disait que dans les années 70, quand Boumedienne faisait le discours, les rues étaient vides. Bon, c'est vrai que le mec est un animal politique. Mais bon, passons. Donc, dans les années 70, c'était ça, une économie, ce qu'on appelle une économie administrée. Donc, on a administré le champ économique, donc on a une administration qui gérait tout. On gérait par la planification, ce qu'on appelle la planification centralisée. Donc, par avance, l'administration décide combien on va produire dans quelques années, etc. etc. 78, Boumedienne, 17. C'est la première fois d'ailleurs que le régime algérien, qui était jeune, hein, de 62 à 78, était confronté pour la première fois aux questions de pouvoir. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Entre-temps, les limites de l'économie administrée commençaient à apparaître au sein de la société. On voit notamment la corruption qui se généralisait. On avait une économie informelle qui se créait en fait. Après, je reviens sur ces concepts, surtout de l'économie informelle, qu'il ne faut pas confondre avec le marché noir. C'était pas du marché noir, c'est une économie informelle, parce que le marché noir, c'est des activités non déclarées.
Par contre, l'économie informelle, telle qu'elle était en Algérie, en fait, c'était une économie intimement liée, où les réseaux qui les contrôlent sont intimement liés au pouvoir politique, en fait. Bon. Et donc, et les militaires, en fait, il y a eu aussi une évolution du régime politique entre-temps. On décide, bon voilà, sans choix populaire, ça c'est clair, sans consultation populaire, on décide de ramener un certain Chadli Bejdid qui arrive en 1980. Chadli arrive sur le plan économique, en fait, c'est toujours important, décide de faire ce qu'on appelle des réaménagements. Il l'appelait le changement dans la continuité. Donc, sans déjuger sa période précédente, ce qui est normal, c'est lui-même qui les ramène au pouvoir, il décide de faire un certain nombre de réaménagements. Il s'entoure d'une nouvelle équipe qui avait expliqué en fait pourquoi il y a l'échec des années 70. On s'était dit, si dans les années 70, donc il y a eu un bilan économique et social de la période de Boumedienne qui a eu lieu en 1979. On s'était dit, si la période précédente, en fait, si Boumedienne, ou si l'économie algérienne n'était pas développée, pour être neutre, c'est parce que nous avions des entreprises assez grandes, en fait. Parce que Boumedienne avait créé ce qu'on appelle les entreprises nationales. Ça s'appelait à l'époque les sociétés nationales, avant qu'elles ne deviennent des entreprises. Des sociétés nationales par secteur. Chaque secteur est contrôlé par des grandes sociétés. On s'est dit, ouais, si, le postulat de base, en fait, si l'économie n'était pas développée, c'est parce qu'il y a des grandes sociétés, des sociétés tellement grandes qu'elles sont ingérables. Donc on décide de les fractionner, de les morceler en petites et moyennes entreprises. Ce qu'ils ont appelé officiellement la répartition, je trouve la formule, c'est les entreprises par vocation. Vous savez, bon, parce qu'à l'époque, les fonctions de production, de commercialisation sont intimement liées. On s'est dit maintenant, on crée des entreprises de production, on crée des entreprises de commercialisation, on crée. Donc c'est pour ça qu'il y a eu, en fait, on est passé en quelques années, en 2 ans, de 400 entreprises à quelques 2000 entreprises. Donc les aménagements apportés par l'équipe de Chadli une fois arrivé au pouvoir, c'était celle-ci. Donc, ce qu'on appelle le morcellement des entreprises, des grandes entreprises publiques. La seconde, on s'était dit, ouais, on est trop parti sur l'industrie, et là maintenant, et on a oublié, on a négligé l'agriculture. Donc il y a eu aussi donc, une importance assez donnée, assez accordée pour l'agriculture. Très bien. Ça a duré quelques années, 4 ans, le premier plan. 4 ans. Mais entre-temps, donc sur le plan politique, Chadli voulait asseoir son pouvoir. Donc après, on peut en parler aussi de ces dividendes politiques qu'a Thierry Chadli, en fait, parce que l'objectif principal, c'était de dégager l'équipe de Boumedienne du pouvoir. Donc, Boumedienne, en s'appuyant sur l'aide Abdeslam, il y a eu comme tout un réseau des directeurs d'entreprises publiques qui sont désignés par le pouvoir central, ça il faut le souligner, etc., qui étaient les soutiens principaux de Boumedienne, et donc ils ont épuisé énormément d'un parti politique qui avait apporté du FLN, bien sûr, les anciens Moudjahidines, etc., mais aussi un autre parti politique qui s'appelait le PAX, le Parti d'avant-garde socialiste, qui avait apporté ce qu'on appelle à l'époque le soutien critique à Boumedienne. Bon, passons. Donc, cette expérience a duré le temps d'un plan, donc 5 ans. Elle n'a pas donné de fruits sur le plan économique. Et entre-temps, un contre-choc pétrolier s'installe. C'est pour la première fois que l'Algérie indépendante était confrontée à un problème financier. Il y avait une chute drastique des prix du pétrole. Donc on avait une chute de 50%. Donc l'État était confronté à la vraie gestion. C'est pour la première fois, donc lui qui a toujours voulu soustraire aux lois de l'économie politique, au fonctionnement d'une économie, était confronté au problème de rareté de ressources. D'autant plus que cette période, donc en 86, est arrivée à une suite à une autre période, donc de 80-85, où Chadli, pour marquer sa différence par rapport à Boumedienne, mais aussi pour se faire une nouvelle cliente politique, elle avait fait une politique de distribution massive. Rappelons que les prix du pétrole, en fait, on ne comprend pas l'histoire d'Algérie si on ne met pas l'histoire des prix du pétrole en parallèle. Les prix du pétrole en 79,
Chadli comme Bouteflika par la suite. Hein. Bouteflika est arrivé, les prix du pétrole étaient à leur apogée. Chadli c'était pareil. En 79, il y avait une augmentation énorme des prix du pétrole. Pourquoi? Parce qu'il y avait la révolution, l'arrivée du Cheikh d'Iran, donc la révolution islamique d'Iran. Et là, Chadli, on a profité pour créer ce qu'ils appellent. D'abord, il y a les distributions massives de logements. Deuxièmement, il y avait, c'est comme ce qui se passe actuellement d'ailleurs. Deuxièmement, il y avait ce qu'on appelle le plan anti-pénurie. En fait, Boumediene était, moi je ne reconnais pas à Boumediene des capacités d'homme d'État, mais je lui reconnais quand même un certain nationalisme débile, mais un certain patriotisme aussi. C'était pas un corrompu, c'était quelqu'un qui croyait vraiment que ça allait marcher. C'est une naïveté en fait. Boumediene, c'est un résultat d'une naïveté. À un certain moment, dans un discours, pour l'anecdote, il avait prononcé un discours à Guelma, je pense, où il disait si les Algériens aiment le beurre, si quelqu'un, c'est un Algérien, aime le beurre, il n'a qu'à changer de pays. Nous, on est dans la révolution. On n'a pas besoin de beurre, ni de fromage, ni de ce que vous voulez. Bon, c'était ça un peu pour un peu cerner le personnage. Il était austère, il n'avait pas été lui-même corrompu, bien qu'il avait ses raisons, mais bon, c'est pas grave, on y reviendra peut-être. Et Chadli, pour se démarquer, avait lancé ce qu'on appelle donc, les plans anti-pénurie. Donc il y avait plusieurs facteurs. Le premier, cette distribution, cette décentralisation, ce morcellement d'entreprises publiques a contribué à la démocratisation des privilèges et de la corruption. Donc imaginons de 400 grandes dirigeants de grandes entreprises, on arrive à 2000. C'est des postes voilà, exactement. D'autant plus que tout le monde est désigné en Algérie jusqu'à présent. Et j'en reviendrai, ça on peut le mettre sur le dos des trahisons des élites. Ça on arrivera parce que c'est un facteur explicatif important. Donc, il y avait les Algériens du jour au lendemain des années 70 où ils n'avaient rien du tout, la pénurie était de mise. On arrive à un grand plan anti-pénurie qui a coûté 2,5 milliards de dollars. Et 2,5 milliards de dollars aujourd'hui, ça ne vaut rien, mais mettez-les dans le contexte de l'époque, en 80, une période de grande faste d'une certaine façon, mais c'est une distribution qui n'avait pas de... Mais bon, alors elle a eu lieu. Et 86, d'un coup, voilà, l'État se retrouve devant rien. Donc, du coup, on commence à réfléchir sérieusement. Autre élément, il y avait un changement quand même dans les structures du pouvoir. Donc, il y avait l'arrivée au pouvoir d'un certain L'Arbi Belkheib, donc un général qui a sévi dans les années 90, notamment connu dans les années 90, mais il était déjà là, et qui était chef de cabinet. Donc, c'était l'homme du président d'une certaine façon. Les analystes, déjà, je me réfère à Lahouari Addi, je me réfère à Ahmed Dahmani, on peut se référer à la plupart des analystes sérieux du système politique algérien et de son système économique. L'Arbi Belkheib, c'était l'homme clé. On avait un chef de gouvernement, un certain Brahimi, Abdelhamid Brahimi, qui est actuellement à Londres, et qui est un peu islamiste, mais bon, c'est son... Baba Fellene. Oui, Baba Fellene. En fait, le FLN, comme il était parti unique, les tendances étaient à l'intérieur. Et celui-là, c'est ce qu'on appelait les islamistes du FLN, les Baba Fellene. Bon, passons. Donc, face à la crise de 86, il y avait deux grandes réactions. La première, c'était donc... En fait, il faut comprendre un parti unique dans lequel il y a plusieurs clans, donc chacun tire de son côté, chacun essaie de s'en sortir. Donc vous avez l'Arbi Belkheib qui avait dit à l'époque, il faut tout privatiser, et c'était la tendance après les années 80. Hein, l'échec du modèle keynésien en Europe était l'occasion aussi pour le consensus de Washington, enfin, qui s'est réalisé par la suite, mais des libéraux qui arrivaient au pouvoir partout de le monde, parce qu'on ne peut pas comprendre aussi la situation interne à l'Algérie si on ne met pas le contexte international. C'était la tendance de l'époque, il fallait privatiser, il fallait. Donc, Belkheib était parti dans cette tendance. Et vous avez de l'autre côté un chef de gouvernement, donc Brahimi, qui essayait de ne pas se disqualifier au-dessus du président. Donc, il minimisait les effets de la crise en disant, et même le pouvoir en entier. Et je vais arriver
au centre névralgique du pouvoir, enfin, qui pensaient que la chute n'était pas durable, donc il fallait juste attendre un petit peu, réaménager certains secteurs. En attendant que les prix du pétrole remontent, eh bien on a la gestion facile comme toujours. Enfin, étant donné que le seul objectif de ce pouvoir, comme j'avais dit, qui continue jusqu'à présent malheureusement, c'est de se maintenir au pouvoir et non pas de développer un pays. Mais bon, ça c'est une autre... mais au bout d'un moment, c'est comme ce qui s'est passé en 1929. Je vais faire aussi une autre parenthèse. Lors de la crise de 1929, il y avait un certain, c'était les conseillers des présidents des pays occidentaux, que ce soit en France et surtout aux États-Unis, c'était ce qu'on appelait les premiers classiques en fait, les néoclassiques plutôt. Néoclassiques. Une fois que la crise était arrivée, il y a un chômage et une surproduction, mais dans la théorie classique et même néoclassique, ces deux phénomènes n'ont jamais existé. On pensait que tout s'auto-régulait naturellement. Donc vous avez des présidents qui disaient qu'est-ce qu'on va faire, la crise apparemment, il y a une crise qui s'installe. Non, il faut attendre, le marché va réagir, le marché va tout régler. Quelques mois après, eh bien, non, la crise se généralise, elle se mondialise, et c'est là où on avait la crise de 1929, et ce qui explique l'arrivée du Keynes, en fait. Donc, en Algérie, c'était pareil. Donc, le chef de gouvernement qui disait, il n'y a pas de problème, on attend un petit peu les prix du pétrole, mais bon, cela a duré plus d'une année, même plusieurs années plus tôt. Et en 87, Chedli commençait pour la première fois à prendre un peu conscience. Donc, qu'est-ce qu'il fait avec, bien sûr, ses acolytes, notamment l'Arab Khair, qui décide d'instaurer une équipe. Et c'est pourquoi il y a eu la naissance de ce qu'on appelle le courant réformateur. C'est le courant qui a libéralisé l'Algérie dans les années, ce qu'on appelle le printemps algérien de 89 à 92. J'en reviendrai bien sûr. Une équipe de réformateurs. Donc c'était une équipe technique. C'était le contrat qui a été signé avec les réformateurs. C'était, on vous laisse, on a constitué une petite équipe technique qui va penser aux solutions adéquates pour sortir l'Algérie de cette impasse, étant donné qu'elle n'a plus les moyens financiers suite au contre-choc, au choc pétrolier. Et cette équipe de réformateurs, finalement, commençait effectivement certaines réformes. Donc, notamment, ils ont pensé à libéraliser, sachant qu'on ne pouvait pas à l'époque, donc ils étaient dans une situation assez délicate. La Constitution qui disait le socialisme est un choix irréversible. Donc, s'ils commençaient à toucher à cela, ils pouvaient être emprisonnés, tout court. C'est un délit. Donc, ils ont commencé à libéraliser d'une façon rusée le secteur agricole. Donc, la première réforme de 1987, la seconde réforme en 88, ce qu'on appelle l'autonomie des entreprises publiques. En fait, il faut savoir que les entreprises publiques algériennes étaient, vu le modèle global, donc qui est le modèle d'économie administrée, étaient, même s'ils étaient déficitaires, elles ne pouvaient pas être dissoutes ni privatisées. Quand même, les entreprises d'État, on ne peut pas les... Donc, et les banques devaient financer automatiquement les projets des entreprises, quel que soit le bilan financier. On a fonctionné comme ça de 1965, de 1962, si on peut le dire, parce que les 2 premières années sont négligeables, jusqu'à 1989, avec ce circuit en fait. Les banques la Banque centrale était obligée de refinancer l'époque, les banques sont obligées de financer les entreprises, et les entreprises, même si elles sont déficitaires, elles sont obligées d'exister. Voilà, donc on a fonctionné comme ça, il n'y a pas de souci, c'est un modèle économique. Bon, on ne sait pas à quoi il obéit, aucune rationalité économique, mais elle a existé ainsi jusqu'à maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont essayé? Tentative de réforme des réformateurs, de cette équipe en fait, qu'on appelait à l'époque même gouvernement bis, c'était d'instaurer une loi d'autonomie des entreprises publiques. Autonomie, genre, voilà, on vous soumet désormais, bien sûr, sont toutes publiques, on vous soumet désormais aux règles de la commercialité. Donc, si vous ne pouvez pas, ou de productivité, si vous ne pouvez pas, vous devez à la limite fermer. Les dirigeants étaient menacés de licenciement en cas où ils n'ont pas réalisé des résultats. Ça n'a pas duré longtemps. Heureusement, les événements du 5 octobre 88 arrivent. Et sur ça, peut-être il faut rendre un grand hommage au peuple algérien qui a su se révolter avant même la chute du mur de Berlin. Le 5 octobre 88, les contradictions étaient telles. La crise économique ou bien le manque des moyens financiers au pouvoir central était tel
que les contradictions sont arrivées à terme et il y a eu cette explosion d'octobre 88. En plus, les luttes du pouvoir entre les réformateurs et les conservateurs qui sont représentés par le parti. 88 arrive avec 600 morts et c'est la première fois, parce que l'armée algérienne en fait c'est une armée, je dirais les dirigeants militaires algériens sont lâches dans le sens où ils ne prennent pas le pouvoir et ils désignent un civil tout court. Ils n'ont jamais été, c'était une armée respectable, mais en 88 c'est pour la première fois où il y a eu ce grand choc où l'armée a tiré sur la population, il y avait 500 morts. Et là, il y a un déséquilibre énorme au sein du pouvoir et on décide de ramener, en fait, d'accélérer le mouvement de réforme. C'est pourquoi on est passé vers un multipartisme. Bon, ça me rappelle un petit peu l'expérience tunisienne maintenant. Donc un multipartisme après 30 ans du parti unique et un libéralisme économique, enfin au moins une transition vers l'économie de marché. C'était pas en fait les réformateurs qui sont arrivés en premier au pouvoir. Enfin, ils étaient là, ils avaient leur poids, mais bon, comme il y avait une guerre entre la présidence et les services de sécurité, on a imposé un premier qui s'appelle, je vous ai parlé peut-être ce détail, qui est Qasem El-Bah, chef de sécurité militaire dans les années 70. Mais bon, passons, ça a duré un petit peu. Mais les réformateurs arrivent au pouvoir officiellement en 89 et ils ont commencé, c'est ça ce qu'on appelle le printemps algérien, c'était les seules années de 89 à 91 où la liberté d'expression était assurée, le multipartisme était assuré et l'économie commençait à se libéraliser. Donc on s'est dit, bon voilà, maintenant on n'a plus les moyens financiers, donc autant l'État ne peut pas tout gérer, on a cassé le dogme du socialisme ou cette ligne immuable du socialisme comme choix irréversible de l'État. Quoique ce n'était pas un socialisme, je vais en arriver si vous voulez, et on a commencé à libéraliser. Donc, on a libéralisé le secteur agricole qui n'était pas trop important, ça va. On a commencé à libéraliser graduellement les prix, ça va. On a rendu, et ça c'est très très important, l'autonomie à la Banque centrale. En fait, la Banque centrale est naturellement autonome dans un système économique de marché. En Algérie, elle était autonome de 62 à 65, peu. 65, il y a un décret présidentiel de Boumedienne qui disait que c'est la présidence qui décide des moyens financiers à mettre en œuvre pour développer l'économie. Donc, on a abrogé son autonomie. Ça a duré jusqu'à 1990. Et là, il y a la loi sur la monnaie de crédit, qui est une loi fondatrice, qu'on appelle l'AMC, la loi sur la monnaie de crédit de 1990, d'avril 1990, qui a redonné son autonomie à la Banque centrale. Donc, on a libéré en tout cas le pouvoir monétaire. On a libéralisé graduellement les prix. Ça va. L'agriculture, ça va. Et on arrive au commerce extérieur. Parce qu'en fait, depuis 1962, le commerce extérieur, c'est la niche de corruption la plus importante à travers les réseaux de Zgad dans les années 70, à travers... c'est les vrais barons du régime en fait qui contrôlent ce commerce. Donc on avait fait affaire des réformateurs de l'époque, dont un qui vit ici à Paris, Razi Hidoussi. Donc si vous continuez à réfléchir sur l'Algérie, moi je vous invite, peut-être vous connaissez, c'est clair, tout le monde, beaucoup le connaissent, à l'invité qui était ministre de l'économie dans les années 70, qui avait fait recours à un groupe, à un bureau d'études parisien pour justement libéraliser comment en fait l'Algérie à l'époque elle achetait le produit carrément elle le paye au prix il n'y avait pas on n'achète pas le prix plutôt dans le pays de fournisseur mais on l'achète carrément au port d'Alger et plus les négociations sont longues et prennent plusieurs étapes plus les commissions sont grandes. Donc on a commencé à fractionner, et c'est là où il y avait ce qu'on appelle, bon voilà, on a signifié au gouvernement réformateur de Mouled Hamrouche la fin. Donc c'est le premier coup d'État économique avant le coup d'État politique de 1992. Donc on a démis de ses fonctions le gouvernement réformateur de Hamrouche, et on ramène qui? Les militaires étaient là, sachant qu'ils ne pouvaient rien faire. On ramène un certain Bled Abdeslam, un certain Sahmed Orzali qui était chargé de réformer les réformes. Bon, quelques années, les élections législatives arrivent,
Et ça, c'est une période très très intéressante parce que ça marque un tournant. Les élections législatives arrivent, le fils arrive aux majorités absolues, majorité électorale absolue étant donné le mode de scrutin, les militaires décident, encore une fois, ça y est, on ne peut plus tolérer cette démocratie qu'on ne peut plus contrôler, donc on arrête le processus électoral de 1992, mais sur le plan économique, le problème n'était pas réglé. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on appelle Bled Abdeslam, qui était le père de l'industrialisation algérienne des années 70. Il arrive, lui qui est étatiste, il arrive et il remet en cause pratiquement toutes les décisions, toutes les réformes qui ont eu lieu durant la période de Hamrouch. Entre-temps, les caisses de l'État se vidaient. Donc il instaure la fameuse autorisation d'importation, il remet en cause l'autonomie des entreprises publiques, mais la faillite arrivait. Et c'est pour ça que l'Algérie s'est retrouvée en 1993 en cessation de paiement. En cessation de paiement, ça y est, l'État ne peut pas se déclarer en faillite. Parce qu'en fait, pour la gestion, en fait, j'ai oublié un détail, enfin j'ai pas oublié, c'est dans la continuité. Pour gérer la crise de 1986, on contractait ce qu'on appelle des prêts à court terme. Pour payer nos dettes, on s'endettait pour payer, bon ça va, des prêts à court terme. Mais en tout cas, les prix du pétrole vont augmenter, pas de souci. Bon, ceci n'a pas eu lieu. En 1986, nous étions dans une asphyxie financière totale. Il n'y a rien, on ne peut rien faire. On est obligé de passer à un plan d'ajustement structurel avec le FMI. Donc c'est pour ça que la période de 94-98 était sous ce qu'on appelle le plan d'ajustement structurel du FMI. Donc on avait d'un côté une guerre civile qui s'est déclarée, on avait d'un autre une faillite économique. C'est un résultat normal d'une gestion. Bon. Et c'est dans ces conditions en fait qu'on a eu un plan d'ajustement structurel et une guerre civile qui est éclatée suite au coup d'État, donc à l'arrêt du processus démocratique de 1992. Chacun peut l'appeler coup d'État, peut-être c'est trop connoté. Moi j'essaie de parler d'un arrêt du processus démocratique. Et un arrêt du processus de réformes économiques en fait, en parallèle. Le plan d'ajustement structurel a duré 4 ans. Durant cette période aussi, donc, où l'Algérie a mis entre parenthèses tout le processus démocratique lancé dans les années 90. Donc on n'avait rien du tout. On avait ce qu'on appelle le Haut Conseil d'État, qui est une institution non élue, n'a jamais été élue. Au niveau du Parlement, on avait ce qu'on appelle le Conseil de transition. Donc c'est des gens désignés aussi, comme d'habitude. Et le plan d'ajustement structurel, en fait, consistait à, comme d'habitude, comme ce que fait le FMI en général, bah, vous êtes un pays endetté, vous êtes un pays en faillite, donc on vous impose une certaine rigueur, un certain ajustement structurel qui avait duré 4 ans. Jusqu'en 1900. Le plan d'ajustement structurel a donné des résultats sur le plan macroéconomique. Sur le plan macroéconomique, l'Algérie, effectivement, a rééquilibré sa balance de paiement, a réduit énormément sa facture d'importation à travers une technique monétaire simple qui est la dévaluation du dinar, qui a eu lieu à raison de 50% d'un coup. Il y avait ce qu'on appelle les glissements qui ont commencé bien avant et bien après. Donc, une dévaluation faisait quoi? Faisait qu'il y a un manque de pouvoir d'achat de la population, donc il y a moins d'importation. C'est comme ça qu'on a rééquilibré, en fait, suite à des techniques, rééquilibré la balance commerciale. 98, je vais faire vite parce que je suis plus intéressé par le débat que par ce que je dis. 98, il y a une augmentation énorme et contenue des prix du pétrole qui dure jusqu'à présent d'ailleurs. 99, le monsieur actuel arrive au pouvoir avec une élection très contestée. On le sait, il y avait 7 candidats, 6 se sont retirés et lui est imposé par. On rentre dans une nouvelle phase, ce qu'on appelle la phase de relance économique. Donc on avait mis aux finances un certain Binachnou, Abdelatif, qui expliquait à longueur de journée que nous avons de l'argent, donc maintenant on va relancer l'économie algérienne. Donc ce qu'on appelle les plans de relance économique à la keynésienne, dans le sens où l'État devait investir dans les grands projets pour permettre au reste d'activité de se développer. Bon.
le problème des plans keynésiens, c'est qu'ils ne fonctionnent pas dans un pays rentier, quand il n'y a pas d'économie productive. Quand on est dans une économie productive, donc dans laquelle l'État injecte des sommes d'argent dans une économie, cela profiterait au reste du secteur, et c'est comme ça qu'on aura des périodes de relance à la keynésienne. Mais quand on est dans un pays comme l'Algérie, qui est essentiellement rentier, où l'économie réelle n'est pas développée, cet argent est vite fait transféré vers les importations. C'est ce qui explique en fait qu'en Algérie maintenant, plus les dépenses de l'État sont importantes, plus l'importation, la facture d'importation augmente. D'autant plus que même ces grands projets dont on parle, dont on nous matraque ces dernières années, l'autoroute Est-Ouest, le métro d'Alger, les tramways un peu partout, ont été réalisés par des entreprises étrangères, notamment chinoises, qui ramenaient non seulement qui s'accaparaient non seulement du projet, mais ils ramenaient la main-d'œuvre. Dans des ouvriers carrément, dans un pays. Hein, et leur bouffe aussi, exactement, aussi. Donc on a une entreprise étrangère, on lui donne un projet, elle ramène ses propres ouvriers de Chine, plus ses projets, bon, plus leur manger. Donc voilà, cette dernière année, c'est des dernières années, donc 99, aujourd'hui un peu plus, 15 dernières années, on assiste voilà, à une grande déliquescence de l'État dans lequel les luttes entre les différents clans du régime s'exacerbent par période, mais s'atténue en général, enfin, mais tout le monde trouvait son compte, sauf le vrai peuple. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec des grandes affaires de corruption qui vont ressortir encore plus. Il y a beaucoup de dossiers qui vont... et voilà. Et, actuellement, pour faire un peu vite, actuellement, donc on se retrouve avec un État, un pouvoir riche. Je ne parle pas d'État, parce qu'à mon sens, il n'y a pas d'État en Algérie. Donc ce qu'on appelle l'État de droit. Hein? Il y a un semblant d'État, il y a un régime qui confisque un État, mais il n'y a pas d'État. Donc riche, un peuple de plus en plus pauvre, parce que quand le résultat de tout cela, en fait, de toutes ces 50 dernières années de gestion politique et non pas économique d'Algérie, où on se retrouve avec une classe parasitaire qui est au pouvoir, qui est de plus en plus riche, pendant que la population devient de plus en plus pauvre, C'est un grand malheur, c'est un grand dommage que des occasions ratées, tout le monde le constate, mais la question qui demeure aussi posée, c'est pourquoi l'Algérie, en fait, n'a pas, l'Algérien, dont on connaît sa révolte légendaire, qui dure depuis pratiquement des années, enfin, j'avais pas donné un chiffre, j'allais dire 200 000 ans, effectivement, quand on regarde nos aïeux, on n'a pas encore réalisé sa révolution. Moi je pense que tout cela se comprend, il se comprend d'un côté par la tragédie, les différentes tragédies qu'il avait passées ces dernières années. Donc il y a une guerre d'Algérie, une guerre de libération qui fait une grande déchirure et dont on n'a pas encore fait le deuil, étant donné l'interdiction, la fermeture du champ politique et médiatique qui a eu lieu. La seconde, on a une dictature de 50 ans, et ça, il ne faut pas hésiter à le dire. Troisième, on a la dernière guerre d'Algérie aussi, dans laquelle, en l'espace de 10 ans, et je ne connais pas beaucoup de sociétés qui peuvent survivre, sinon redevenir normal après 200 000 morts et 16 000 disparus, c'est des chiffres minimum en 10 ans. Troisièmement, c'est la nature du régime algérien. En fait, il y a ce qu'on appelle un dédoublement des structures du pouvoir. Il y a une façade démocratique qui trompe même une partie du peuple. Donc on a un parlement, hein, je vous signale, on a même un Sénat, on a un président de la République, on a un chef de gouvernement, on a des ministres, on a des chefs d'entreprise, on a des recteurs d'université, on a des directeurs d'hôpitaux. Mais tout ce bon monde est désigné, mais qui n'a aucun pouvoir. Ce pouvoir est logé dans une institution qui s'appelle les services de sécurité. Et quand on remonte un petit peu l'histoire ou l'évolution du régime politique algérien, on peut tout comprendre. Donc sur le plan économique, pour ne pas dévier, c'est ce qui explique en fait, il ne peut pas y avoir d'économie quand on n'a pas, quand on ne s'autorégule pas, quand on ne se régule pas par sa propre rationalité que par ses propres lois économiques. Donc l'économie est encastrée dans le champ politique et le champ politique est contrôlé par un gros puscule de personnes
qui ne sont pas l'institution militaire. Je parle de services de sécurité qui contrôlent et l'institution militaire et le reste des institutions et qui n'a comme finalité que de demeurer au pouvoir. Donc c'est ce qui explique la paralysie des institutions de l'État. C'est ce qui explique la stérilité de l'économie. Et c'est par ça qu'on explique un petit peu pourquoi l'échec du modèle économique algérien, quoiqu'il n'y a pas de modèle économique, parce qu'il y a une force politique qui n'arrive pas à accepter la société dans sa diversité, qui n'arrive pas à accepter des institutions concurrentes. Donc elle s'érige en seule institution. C'est elle qui décide du tout, des nominations, des orientations, quitte à utiliser la corruption. On se demandait, et la question qui m'a été posée il y a 3 jours, pourquoi en Algérie la corruption? On dirait que le peuple algérien a la corruption dans le sang. Non, non, mais c'est la nature du régime. Quand on utilise, quand on refuse la légitimité politique, on devrait bien avoir une autre. C'est une légitimité, pas la corruption généralisée. Sur ce, je pense que je vais terminer. Et je préfère franchement que le débat ait lieu. Et je vous remercie.